C'est l'info, votre double page info du week-end, Martin Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue, 31e numéro de C'est l'info. Au sommaire cette semaine, c'était la grande actualité du week-end dernier. Après avoir volé une voiture, un homme a tiré sur des CRS et pris en otage les clients d'un supermarché de la région de Carcassonne vendredi. Lieutenant-colonel du groupement de gendarmerie de l'Aude, Arnaud Beltrame a réalisé un acte d'héroïsme vendredi. Cet homme, en poste depuis peu dans le département, âgé de 44 ans, s'est substitué à un otage lors de l'attaque du Super U de Trèbes. Il est mort dans la nuit de vendredi à samedi. Cette semaine, Franck Payanaf sera en duplex de Trèbes où avaient lieu des cérémonies de commémorations officielles ce jeudi matin. La démocratie smartphone, entretien avec Francis Brochet, journaliste au groupe EBRA, qui sort donc un livre dédié à l'usage du smartphone en politique. Nous discuterons avec lui notamment de l'affaire Cambridge Analytica qui a dérangé le réseau social Facebook la semaine dernière. Par ailleurs, quid de l'usage des réseaux sociaux par les politiques? Nous lui avons posé la question, il répondra également à bien d'autres questions. Nous parlerons également de politique française. Les grands dossiers ne manquent pas sur le bureau du président Emmanuel Macron. Parmi eux se trouve un projet de révision constitutionnelle dont les principales mesures ont été éventées dans la presse au début du mois. On sait l'exécutif pressé sur ce chantier comme sur tous les autres, bien qu'il n'y ait aucun calendrier officiel. Un texte qui devrait être soumis au Parlement à la fin de l'année. On en parlera avec les voix de l'Hexagone et avec Pierre-Henri Paulet. Puis nous avons également reçu, et vous écouterez cela en fin d'émission, Benjamin Carle. Il est l'auteur du documentaire Sandwich qui est passé mercredi soir sur Canal+. Benjamin Carle qui a décidé de réaliser son propre Pambagna pendant près d'un an. Un Pambagna donc fait maison, documentaire à revoir sur MyCanal. Franck Payanaf, bonjour. Bonjour Martin, bonjour à tous. Vous êtes actuellement en duplex de Trèbes, il est 10h20, nous sommes le jeudi 29 mars. Trèbes, pourquoi ? Eh bien parce que vendredi dernier, après avoir volé une voiture, un homme a tiré sur des CRS et pris en otage les clients d'un supermarché dans la région de Carcassonne, donc dans cette ville de Trèbes. Et donc un homme, Arnaud Beltrame, a réalisé un acte d'héroïsme vendredi. Ce lieutenant-colonel du groupement de gendarmerie de l'Aude, en poste depuis peu dans le département, s'est substitué à un otage lors de cette attaque et il est ensuite mort dans la nuit de vendredi à samedi. En tout cas, déjà samedi, l'émotion était déjà là. Oui, une émotion extrêmement forte pour celui qu'on a qualifié quelques heures après son décès comme un héros de la République. En tout cas, ce sont les mots qu'a eu Jacqueline Gouraud samedi, donc quelques heures après avoir appris le décès du militaire. On a pu la rencontrer, elle était en déplacement dans les Pyrénées-Atlantiques. Je vous propose d'écouter cet entretien que nous avons réalisé donc samedi dernier. La première chose qui vient à l'esprit, c'est bien sûr de penser aux victimes, à toutes les victimes, et bien sûr au colonel, à penser à leurs familles, à leurs proches. Enfin, on imagine le drame de ces familles. C'est un événement tragique et qui montre que le terrorisme est une réalité et que l'ensemble du territoire français peut être concerné. Justement, c'était ma question. Là, le village de Trèbes, 5000 habitants, c'est vraiment les grandes villes comme Paris, Nice, comme on l'a vu, mais également les plus petites villes qui peuvent être touchées par le terrorisme. Oui, bien sûr. On peut se rappeler l'assassinat du prêtre à Saint-Étienne-de-Rouvray. C'est pareil. Enfin, on sent que, évidemment, les terroristes sont souvent maintenant ceux qui vivent sur le territoire. C'est une ressource, si je puis dire entre guillemets, endogène, comme on dirait, c'est-à-dire des gens qui sont à l'intérieur, que Daesh c'est pas un ennemi extérieur sur des théâtres d'opérations extérieures en Syrie ou ailleurs ou dans d'autres pays du monde, parce que d'autres pays du monde subissent aussi des attentats. Il y a une nécessité de coopération internationale contre évidemment le terrorisme et aussi contre l'extrémisme, l'islamisme international et radicalisé. Bon, au moment de l'interview, on est 24 heures après ces attaques. Qu'est-ce que va pouvoir faire le gouvernement pour enrayer ces attaques terroristes ? On pose la question à chaque fois, mais la question se pose encore à nouveau aujourd'hui.
Vous savez qu'on a déjà pris une loi qui a permis un certain nombre de mesures en dehors de l'état d'urgence. Nous avons déjà fait une loi qui a mené beaucoup de discussions entre des gens qui parfois accusaient le gouvernement d'être liberticide et d'autres qui trouvaient que les choses n'allaient pas assez loin. Il faut toujours trouver un point d'équilibre entre la sauvegarde des libertés mais l'efficacité pour trouver, pour pouvoir repérer ces personnalités et pouvoir les trouver autant que faire se peut, parce que ça n'est pas facile de détecter sur l'ensemble d'un territoire des gens qui sont radicalisés et prêts à passer à l'acte, parce qu'il y a différents niveaux, mais en tout cas quand il arrive un événement comme celui qui s'est passé hier, évidemment, et je suis comme tout le monde, j'écoute, j'entends, je regarde tout ce qui se dit. Ce qu'il faut, c'est, je crois, rester solidaire, rester derrière ceux qui sont les forces de l'ordre, les policiers, les gendarmes, qui parfois au péril de leur vie, on le voit, sont là pour nous protéger. Et c'est là aussi le respect de la République. Merci Madame la Ministre. Et puis ensuite, certains maires de grandes villes ont décidé de renommer en quelques jours certains squares, places, rues de leur ville au nom d'Arnaud Beltrame. C'est le cas notamment à Pau où François Bayrou, le maire, lors du conseil municipal de lundi, a décidé de nommer une rue du sud de la ville au nom d'Arnaud Beltrame. Il nous explique ce choix, c'était lundi soir à l'issue du conseil municipal. Une très grande émotion parmi les Français et on comprend cette émotion parce que on a vu là, tout d'un coup, surgir par le courage d'un homme des vertus qu'on avait oubliées, l'héroïsme et le sacrifice. Quelqu'un qui, parce qu'il est chargé d'une mission et parce qu'il voit une jeune femme en danger de mort, décide de proposer sa vie, c'est-à-dire sans doute de donner sa vie. Et au fond, tout ça nous rappelle qu'il y a des valeurs qui sont plus grandes que les autres, des valeurs, un certain prix qu'on donne au sens du devoir et à la vie humaine. Et je trouve que c'est un exemple extrêmement émouvant et que ça mérite qu'on le salue, qu'on lui rende hommage en donnant son nom à une rue. Je le dis d'autant plus que moi, d'habitude, je ne donne pas des noms de rues, des notabilités. Je trouve que c'est un sport un peu dépassé. Mais là, il y a quelque chose de tellement plus grand que tous les sujets sur lesquels nous parlons habituellement, que ça méritait un hommage qui soit du cœur et de toute une ville. Justement, vous êtes un des premiers à décider de renommer une rue à son nom. Est-ce que vous pensez que c'est le rôle des maires des grandes villes de lui rendre un tel hommage ? Moi, je trouve que c'est un geste significatif qui dit une chose très importante. Ce que ce garçon a fait, cet homme a fait dans le sacrifice de sa vie, de son bonheur, des siens, uniquement par altruisme et par sens du devoir et pour une certaine idée du sacrifice et du service, alors oui, ça mérite l'hommage le plus large possible. Hommage de la nation mercredi, mais hommage d'une ville pour que ses habitants et toute une région s'y reconnaissent. Et puis Franck, à partir de mardi, vous êtes arrivé à Trèbes, donc là où s'est passée cette attaque dans le Super U. Et à partir de mardi, l'émotion était présente dans les rues du village, même avant mardi. Mais c'est vrai que vous avez été particulièrement choqué de cette émotion grandissante à Trèbes. Oui, on le sent déjà dès qu'on arrive. On a été tout d'abord à la mairie avec ces nombreuses fleurs disposées au sol et puis des dessins d'enfants, dans un qui m'a en tout cas personnellement marqué, avec marqué dessus stop à la violence. Dans la mairie, personne bien sûr ne voulait s'exprimer sur ce qui venait de se passer dans les rues. Elles étaient étrangement calmes. C'était surtout hier, mercredi, lors de l'hommage national aux militaires, que les rues étaient complètement désertes. Et puis ensuite on s'est rendu devant le
Super U de Trèbes où là encore de nombreuses fleurs, les gens viennent se recueillir sur le lieu de l'attaque et là encore personne ne veut s'exprimer. Il faut dire que tout le village est vraiment marqué, c'est un petit village, Trèbes c'est 5000 habitants et donc forcément tout le monde se connaissait, on a pu le voir aujourd'hui ce jeudi lors des obsèques, mais en tout cas voilà, l'émotion était bien là. Et également mercredi lors de la minute de silence qui avait lieu à 10h, nous avons pu nous rendre dans la caserne de Carcassonne là où était installé le colonel Arnaud Beltrame. On a pu suivre la minute de silence avec les gendarmes et à l'issue le commandant second du groupement de gendarmerie nous a parlé d'Arnaud Beltrame. Je vous propose de l'écouter, c'était donc mercredi matin. Je décrirais en fait comme sur la personne, en fait, c'est quelqu'un qui est déjà très sportif, qui pratiquait la randonnée, il pratiquait la course à pied et les sports de combat. Ensuite, sur le plan militaire, c'est quelqu'un qui a une haute idée des valeurs militaires. C'est quelqu'un de discipliné, de rigoureux, exigeant avec lui-même, mais également avec les autres, avec les subordonnés. C'était quelqu'un de très professionnel, tourné vers l'opérationnel et très engagé sur le plan de la formation et sur le plan de la performance. Il souhaitait en permanence élever le niveau des militaires du groupement et depuis son arrivée, j'avoue qu'il a réussi cette mission-là. C'est un vrai traumatisme pour nous, bien entendu, nous qui le côtoyons au quotidien. Mais on reste debout, on reste sur notre mission qui est de sécuriser la population et les biens. Maintenant, effectivement, nous sommes tous touchés au sein du groupement et en particulier les relations du premier cercle. Bien entendu, on est tous touchés par le drame que nous avons vécu. Elles réagissent bien parce qu'on fait corps en fait. Avec Arnaud et je pense que c'est ce qu'il aurait souhaité, on est présent autour de lui, on est présent aussi, il ne faut pas l'oublier, pour sa famille et on est tous autour de lui, on est tous resserrés pour que ce moment douloureux se passe du mieux possible pour la famille et pour nous. Je pense qu'il y aura un avant l'attentat et un après l'attentat, bien entendu, dans le groupement de l'Aude, mais également dans toute la gendarmerie. Je pense que ça change pour la nation également. En fait, c'est un changement en fait, il y a un officier supérieur qui a donné sa vie pour la vie d'un otage, quoi, sur fond de terrorisme. Et ça change. Ça change notre façon peut-être d'appréhender les choses par la suite. Et donc mercredi 28 mars avait lieu à Paris en hommage au colonel Arnaud Beltrame une cérémonie donc où le président de la République Emmanuel Macron était présent et ce jeudi donc à Trèbes, là où vous étiez Franck, avaient lieu les hommages de ces 4 personnes tuées par le djihadiste Radouane Latkim près d'une semaine après ces attentats. Oui, la cérémonie qui avait lieu donc ce jeudi matin sur la place juste à côté des arènes. Le maire de Trèbes nous le disait, c'est le lieu normalement un lieu très festif de la commune et aujourd'hui il y avait toute la commune qui était réunie pour pleurer ces 3 autres disparus. 3 ministres étaient présents, Édouard Philippe, le Premier ministre, Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, également Nicole Belloubet, la ministre de la Justice. Les ministres n'ont pas pris la parole, on les a sentis très émus. En tout cas, Édouard Philippe, avec cette image marquante où il réconforte les enfants d'une des victimes. Mais le maire de Trèbes a prononcé un éloge funèbre pour les 2 habitants de Trèbes morts dans l'attaque. Je vous propose d'écouter un extrait de ce discours qui était très émouvant. Qui aurait pu croire que nous nous retrouverions un jour à Trèbes, en cet espace habituellement dédié aux fêtes et aux réjouissances, pour honorer la mémoire de 4 personnes assassinées sur l'autel du fanatisme le plus insensé. Qui aurait pu croire que figurerait un jour dans la liste des victimes du terrorisme 2 Trébéens. 2 Trébéens à qui je veux rendre hommage aujourd'hui. 2 Trébéens, 2 hommes qui étaient l'exacte antithèse de la violence
et de l'obscurantisme. Et donc voilà pour cette cérémonie qui se déroulait donc comme je vous le disais sur la place des Arènes. Ce jeudi, les 4 obsèques qui vont se dérouler des 4 victimes vont se dérouler en dehors de la presse. C'était une demande de la famille, en tout cas à la presse qui était très très nombreuse ici pour couvrir cette cérémonie à Trèbes ce jeudi. Merci beaucoup Franck Payanav, vous étiez en duplex de Trèbes où vous avez passé la semaine pour recueillir un petit peu les premières impressions à Trèbes où la semaine dernière a donc eu lieu une prise d'otage dans un supermarché de la région de Carcassonne. Bon retour sur Pau Franck. Merci beaucoup Martin, à bientôt. C'est l'info, l'invité de la semaine. Francis Brochet est avec nous en duplex, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au groupe EBRA, éditeur des quotidiens régionaux de tout l'Est de la France et vous êtes l'auteur de La démocratie smartphone, le populisme de Trump à Macron aux éditions François Bourin. Alors dans ce livre, vous démontrez que le smartphone, objet que nous avons tous en main, a changé nos vies et a changé la politique. Qu'entendez-vous par démocratie numérique ? Si vous voulez, comme vous le rappelez, en effet, le smartphone change nos vies dans tous les domaines. Ça change nos vies de consommateurs, nos vies amoureuses aussi, et ça change nos vies de citoyens. Et comment cela les change-t-il ? Eh bien, je crois que nous agissons en politique comme nous agissons en consommateurs. C'est-à-dire que le smartphone donne l'illusion à chacun d'entre nous de pouvoir obtenir à tout moment, immédiatement, ce qu'il veut. Et le terme immédiatement est important. Il est à prendre dans le sens immédiatement tout de suite, mais aussi immédiatement sans médias, sans intermédiaire. Donc cette démocratie du smartphone, c'est une démocratie de l'immédiat où chaque citoyen veut être l'acteur de ce qui peut changer, l'acteur des idées, et dans une relation directe avec les pouvoirs, que ce soit le pouvoir politique ou les pouvoirs sociaux, économiques, etc. Alors dans ce livre, vous expliquez à quel point donc effectivement ce smartphone, 7 à 77 ans, tout le monde l'a, a transformé notre rapport. Absolument. Oui, exactement. Et alors est-ce que finalement la manière de faire de la politique avec Internet, avec les réseaux sociaux et donc avec le smartphone a changé ? Oui, la politique a évolué et d'ailleurs on s'est surtout intéressé à cet aspect des choses, c'est-à-dire en bon français top-down. On a étudié la manière dont les pouvoirs ont utilisé le numérique pour faire de la politique. Et on s'est intéressé au plus évident, c'est-à-dire la manière dont ils utilisent toutes les données que fournit le numérique pour ensuite repérer les électeurs. C'est l'histoire de la campagne au départ de Barack Obama en 2008. Mais après, cela change aussi l'ensemble des électeurs et le dialogue entre les pouvoirs et les électeurs. Et là, pour comprendre, il faut souvent faire le passage par l'économie, par les grandes entreprises, par les supermarchés. Finalement, ce sont eux qui étudient le plus régulièrement et le plus attentivement l'évolution de la population. Et la politique a souvent un temps de retard sur eux. Et qu'est-ce que l'on voit ? On voit tous ces hypermarchés nous expliquer que maintenant, le consommateur veut pouvoir décider du produit qu'il achète. Ils font quasiment du sur-mesure. Il n'est plus question d'aligner des milliers de produits en disant aux consommateurs, enfin des milliers de produits, de mêmes produits en disant aux consommateurs, vous achetez ça. Non, le consommateur exige de pouvoir décider ou d'avoir au moins l'illusion de décider. Eh bien ça, c'est passé en politique aussi. C'est-à-dire que le politique n'est plus celui qui dit voilà ce qu'il faut penser, voilà ce que je pense, et il y a sur le marché, pardon d'employer ces termes, sur le marché 4-5 grandes idées, 4-5 grandes idéologies. Le communisme, la droite plutôt catholique, les socialistes. Non, les politiques doivent s'adapter quasiment à chaque électeur.
Et ça change évidemment le message, la manière de faire la politique, la manière de le dialogue entre électeurs et détenteurs de pouvoir. Oui, cela nous donne l'affaire Cambridge Analytics qui est sortie le week-end dernier. Cambridge Analytics, c'est quoi? C'est une entreprise anglaise qui a recueilli des bases de données issues de comptes Facebook, ensuite utilisées à des fins électorales. Et comme vous l'expliquiez, cette méthode était inspiré à l'époque de la campagne de Barack Obama, myBarackObama.com. Et finalement, Francis Brochet, vous nous le dites, le politique s'adapte désormais à ce que font finalement les enseignes privées lorsqu'elles marketent leurs clients. Tout à fait. Et vous savez, l'affaire Cambridge Analytica, en fait, elle ne commence pas le week-end dernier. Elle dure depuis des années. On sait qu'elle a servi dans le Brexit, on le savait de longue date, on savait qu'elle avait servi dans la campagne de Trump, et l'ingénieur, j'en parle dans le livre que vous avez aimablement cité, l'ingénieur qui est à l'origine, voilà, démocratie smartphone, c'est toujours bon de le rappeler, là c'est du marketing, mais l'ingénieur qui est à l'origine de ces processus avait démissionné de Cambridge Analytica, j'avoue ne plus avoir la date en tête, mais tout ça est dans le livre, en disant je ne veux pas que ce que j'ai trouvé, que je pensais être au service des citoyens, devienne un instrument de manipulation. Et donc, si vous voulez, oui, allez-y. Non, c'est-à-dire que voilà, ce détournement, oui et non. Je veux dire, dès le début, on sait que ça peut servir à influer les gens, donc à manipuler. Et l'ingénieur, encore une fois, qui a mis au point ces processus, expliquait comment sur Facebook, à partir d'un certain nombre de likes, de j'aime, on pouvait déterminer le profil de la personne, savoir si c'était plutôt un homme ou une femme, s'il était plutôt de gauche ou de droite, etc. Sa race aussi, puisque là on est aux États-Unis où, comme vous le savez, l'attitude par rapport à la race est différente de celle que nous avons en France. Eh bien, on pouvait, je ne sais plus à partir de combien de likes, mais déterminer si la personne était plutôt blanche ou plutôt noire ou plutôt latino. Donc tout ça n'est pas nouveau. Bon, ce qui est nouveau, c'est l'utilisation à grande échelle et puis la mise en cause directement de Facebook. Mais si vous voulez, le danger existe de longue date, il a été identifié de longue date. Oui, mais alors justement, Francis Brochet, la grande question que l'on peut se poser, c'est d'abord celle de nos données personnelles, et puis ne risque-t-on pas de se retrouver dans un monde complètement faux où chacun serait utilisé par une entreprise ou, et c'est l'objet de votre livre, par un homme politique? Bien sûr que le risque existe, mais il existe dans les deux sens. C'est-à-dire, je crois qu'il faut se garder d'avoir une vision uniquement négative. Le négatif existe, il faut surtout pas le sous-estimer. Il existe en particulier parce que le pouvoir de ces grandes entreprises finit par dépasser celui des États. Alors, la différence entre une entreprise et un État, c'est que l'entreprise, on ne la choisit pas, alors que l'État, il est l'émanation du vote des citoyens. Donc, si vous voulez, le pouvoir de ces grandes entreprises ne cesse de croître, mais en même temps, le pouvoir des citoyens est en augmentation aussi. C'est-à-dire que nous avons toujours plus de possibilités d'intervenir dans différents domaines. Le smartphone, c'est aussi la possibilité donnée à tous de mobiliser sur des causes qui, auparavant, ne réunissaient que quelques centaines ou milliers de personnes. Il y a un certain nombre de mouvements sociaux qui se sont développés. On parle des printemps arabes, on pourrait parler aussi de ce qui s'est passé en Turquie, qui ont été très bien étudiés, où on montre que, si vous voulez, ce qui était des protestations isolées et finalement sans grandes conséquences devient un vrai mouvement social grâce au numérique, grâce au smartphone. Alors après ce que ça devient, c'est encore une autre question. Mais en tout cas, ça démultiplie la protestation dans tous les sens. Alors lorsqu'on parle de démocratie smartphone, on peut évidemment parler d'une application qui est la plus utilisée par les politiques. Il s'agit évidemment de Twitter. Donald Trump en fait les frais de cette utilisation. Mais finalement, au-delà effectivement des journalistes qui consultent énormément ce réseau, Twitter est-il si populaire et si consulté que cela ?
Évidemment non. On sait que Twitter, de ce point de vue-là, différent de Facebook, est plutôt un réseau de petits groupes. Pour l'essentiel, enfin, je peux en parler pour la France, je suis sur Twitter comme la plupart des journalistes. Et qui est sur Twitter? Bien, ce sont les gens qui ont un minimum de pouvoir intellectuel ou économique et qui discutent entre eux. Donc effectivement, ça n'est pas populaire au sens de large public. Mais ce sont les journalistes qui font Twitter aussi. Quand Trump tweet un message, il sait très bien qu'il aura une caisse de résonance fantastique avec tous les médias du monde. Et c'est pour ça qu'on ne peut plus travailler sur Twitter en tant que journaliste, parce que de plus en plus de responsables politiques passent leurs messages par Twitter, donc nous sommes condamnés à suivre Twitter, si j'ose dire, et ensuite à en parler. Oui, et en même temps, on ne pourra pas dire à Twitter qu'il est contrôlé par un groupe à proprement parler, derrière un homme d'affaires qui souhaiterait manipuler telles ou telles informations. Non, mais il y a une histoire intéressante, c'est que Twitter est quand même le lieu, si vous voulez, de l'immédiat aussi. C'est le groupe Occupy Wall Street qui existait il y a quelques années. Ouais, 2011. C'était donc après la crise. Voilà, tout à fait, 2011, et qui s'était plaint parce qu'il n'apparaissait pas, vous savez, dans ce bandeau des tendances du jour. Et il estimait que c'était une forme de censure de la part de Twitter. Et en fait, non. C'est qu'Occupy Wall Street avait effectivement beaucoup de personnes qui s'intéressaient à son mouvement, qui retweetaient leurs messages. Le problème, c'est que c'était sur une certaine durée. Or, Twitter favorise l'instantané massif. C'est-à-dire, vous avez une photo de starlet dénudée, ça va être reproduit extrêmement rapidement par beaucoup de monde, et ça va faire une tendance. Alors qu'Occupy Wall Street, qui va occuper beaucoup de monde, mais sur la durée, dans toute la journée, ne va pas créer la tendance. Et c'est là où on voit le côté un peu particulier, sinon pervers, de Twitter et de la plupart des instruments numériques, c'est qu'ils privilégient le nombre et l'immédiateté sur les tendances peut-être plus longues et plus lourdes. Eh oui, des individus qui sont enclins à partager des publications, qui auront de la portée, à faire du buzz. Voilà, tout à fait. Francis Brochet, pour terminer, quelle est votre définition du populisme que vous définissez d'ailleurs à l'intérieur de votre livre? Mais écoutez, le populisme, j'emprunte la définition à un historien, Pascal Horry, parce que c'est vrai qu'il y a 1000 définitions du populisme. Mais je prends le populisme comme une technique, comme un moyen de faire de la politique qui est d'essayer de s'adresser directement au peuple, par un discours un peu brutal, de rupture avec le passé, et en essayant de supprimer tous les intermédiaires. Et c'est pour ça que je dis que Emmanuel Macron, à sa manière, est un populiste. Emmanuel Macron a fait irruption dans le champ politique en bousculant les deux grands partis traditionnels qui sont les Républicains, c'est-à-dire la droite française et le Parti socialiste. Il a adressé un discours de rupture aux Français en disant on ne fera, vous savez, c'est l'opposition du nouveau monde et de l'ancien monde. Et il continue dans il gouverne de la même manière, c'est-à-dire quand, par exemple, il promeut ses réformes sociales en disant les syndicats n'ont pas vocation à défendre l'intérêt général, il est dans la même lignée, c'est-à-dire une lignée populiste. Alors après, le populisme, on peut en faire 1000 choses différentes. Le populisme, il peut être xénophobe, tendance Front National ou la Ligue du Nord en Italie. Il peut être ouvert, comme l'était Renzi, comme les Ciudadanos en Espagne, comme l'est évidemment Emmanuel Macron en France. Donc le populisme se prête à des tendances très diverses. Et puis vous avez l'épure du populisme, si j'ose dire, c'est le mouvement 5 étoiles, qui a quand même été le premier parti des dernières élections en Italie, qui n'est pas un petit pays. Le mouvement 5 étoiles, personne n'est capable de dire s'il est de droite ou de gauche, s'il est plutôt xénophobe ou plutôt favorable à l'ouverture. C'est un mélange absolument incroyable et on arrive, c'est pour ça que je dis c'est l'épure du populisme, c'est-à-dire qu'il est attrape-tout. Il se modèle, il se colle aux aspirations des personnes.
Ouais, c'est intéressant ce que vous nous dites, parce que finalement on se rend bien compte que la définition du populisme que l'on donne depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, s'appuie peut-être sur des bases complètement fictives. Si vous voulez, on emploie le mot populisme pour distinguer les bons et les méchants. Et personnellement, je pense qu'il faut jamais confondre la morale et la politique. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il faut une morale et chacun a un certain nombre de principes moraux, mais quand on analyse, il faut commencer par analyser et pas commencer par juger. Donc dire les populistes, les méchants, ils sont là et les autres c'est les bons, me paraît la pire des manières de comprendre la situation. Il y a une tendance populiste dans l'ensemble de la population. C'est ce que j'appelle cette démocratie smartphone. Nous avons tous des smartphones et cela modifie notre manière de voir la politique. Après ça peut nous amener à des idées très différentes. Voilà. Mais le populisme, c'est pas les méchants, xénophobes, etc. Non. Macron est un populiste aussi. Encore une fois, Renzi est un populiste. Et l'on voit dans l'ensemble des leaders européens essayer d'attraper cette manière de faire la politique parce qu'ils se rendent compte que c'est une demande de tous les électeurs. Pas seulement des électeurs qui seraient, et j'insiste sur le conditionnel, qui seraient les moins éduqués ou les plus racistes, etc. Non, pas du tout. Merci beaucoup Francis Brochet d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. La démocratie smartphone, populisme de Trump à Macron, avec ce smartphone donc, objet que nous avons tous et qui je pense sera l'objet de ce début du 21e siècle. Merci beaucoup. Merci. À suivre dans la deuxième demi-heure de C'est l'Info, série de reportages en fin d'émission. Nous avons également reçu Benjamin Carl. Benjamin Carl est auteur de documentaires et après avoir réalisé son documentaire Made in France, c'était il y a 2 ans, il a réalisé un documentaire qui est passé mercredi soir sur Canal+, nommé Sandwich, dans lequel il a réalisé son propre Pambagna. Mais avant cela, on va retrouver la chronique des voix de l'Hexagone et on va parler plus sérieusement de la réforme constitutionnelle que Emmanuel Macron aimerait bien lancer avant la fin de l'année. Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. La chronique des voix de l'Hexagone, à retrouver sur voixdelhexagone.fr. Bonjour Pierre-Henri. Bonjour Martin. Alors avec vous, on va parler cette semaine de la révision constitutionnelle. La révision constitutionnelle, c'est vrai que c'est un thème qui n'est pas beaucoup abordé dans les médias et pourtant cette révision constitutionnelle, eh bien, elle est en pleine préparation. Oui, les grands dossiers ne manquent pas sur le bureau du président Macron et parmi eux se trouve un projet de révision constitutionnelle dont les principales mesures ont été éventées dans la presse au début du mois. Alors, on sait l'exécutif pressé sur ce chantier comme sur tous les autres. Bien qu'il n'y ait aucun calendrier officiel, le texte devrait être soumis au Parlement dès cette année. Pour donner quelques éléments de repère, rappelons quand même que sous la Ve République, qui repose sur la Constitution du 4 octobre 1958, le texte constitutionnel a déjà été modifié à 24 reprises. La dernière fois, le 23 juillet 2008. Et cette dernière révision, initiée par Nicolas Sarkozy, constituait déjà un effort important de modernisation, puisqu'environ la moitié des articles avaient été modifiés. Réviser la Constitution n'est pas une procédure rare, mais elle est forcément symbolique. Le locataire de l'Élysée exprime sa conception du pouvoir à travers l'adaptation du système institutionnel. Et Emmanuel Macron, qui se construit au quotidien une image de réformateur, espère naturellement pouvoir aussi laisser une trace historique dans la loi fondamentale de notre République. Bon, concrètement, quelles sont les pistes envisagées ? Bon, tout d'abord, l'interdiction du cumul des mandats dans le temps pour les présidents des exécutifs territoriaux, mais aussi la diminution d'un tiers environ du nombre de députés et de sénateurs, l'encadrement du droit d'amendement pour accélérer la procédure législative, l'inscription du statut particulier de la Corse, la fin d'un privilège accordé aux ex-présidents, celui de siéger à vie au Conseil constitutionnel. Est évoquée également la suppression de la Cour de justice de la République, compétente pour juger les crimes et délits commis par les ministres dans l'exercice de leurs fonctions. Oui, mais alors ces évolutions, elles paraissent finalement aller dans le bon sens, Pierre-Henri. Pour certaines, oui, objectivement.
Par exemple, en finir avec la catégorie des membres de droit au Conseil constitutionnel est une sage décision. Et François Hollande l'avait proposé sous son quinquennat, mais sans pouvoir la mettre en œuvre. D'une part, cette suppression met un terme à une pratique qui s'était, c'est vrai, justifiée à l'origine par les circonstances. Il s'agissait d'assurer un poste honorifique à René Coty, dernier président de la 4e République, qui n'avait pu aller au bout de son septennat, bien en raison de l'adoption de la Constitution de 58. Et d'autre part, cette mesure va dans le sens de la juridictionnalisation du Conseil constitutionnel, dont l'organisation et le fonctionnement se rapprochent progressivement d'une véritable Cour de justice constitutionnelle. Autre aspect positif, la suppression de la Cour de justice de la République et la conclusion logique d'un constat d'échec de cette juridiction mixte entachée du soupçon de partialité. Rappelons que la Cour de justice de la République est composée de 12 parlementaires et de 3 magistrats de la Cour de cassation. Et si elle venait à être supprimée, les membres du gouvernement relèveraient le cas échéant de la justice ordinaire. Bon, pour le reste, il est quand même plus difficile de faire la part des choses. La question du statut de la Corse fait, par exemple, tiquer les Jacobins, mais ne satisfera probablement pas les indépendantistes de l'île de Beauté. Car il semble, selon les dernières informations, que l'exécutif ait privilégié une formulation a minima des particularismes corses dans son projet. Mais bien sûr, Martin, le cœur de la réforme envisagée par Emmanuel Macron, c'est bien le Parlement. Qui sera le plus affecté? Justement, le gouvernement promeut son projet de révision constitutionnelle par ce besoin de renforcer le Parlement, vous l'expliquiez précédemment, et de rendre des procédures plus efficaces. Ces mesures, elles, répondent-elles à ces motivations? En premier lieu, on pourrait déjà s'interroger sur les motivations elles-mêmes. Car, enfin, on est très loin d'un Parlement bloqué à cause d'abord de l'instabilité politique. Non, le système de scrutin majoritaire permet la plupart du temps de dégager des majorités politiques stables. Et d'ailleurs, La République En Marche en bénéficie. Quant à la procédure législative telle qu'elle existe aujourd'hui, elle ne pose aucun problème majeur. Grâce au mécanisme dit du parlementarisme rationalisé, il est déjà possible pour l'exécutif d'assouplir les règles procédurales. Ces dernières années, les gouvernements ne s'en sont pas privés. On se souvient que la loi El Khomri a été adoptée avec la procédure de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Et puis dernièrement, les fameuses ordonnances législatives ont servi à l'allègement du Code du travail et devraient être utilisées à nouveau pour la réforme de la SNCF. Faut-il aller plus loin et permettre au gouvernement de faire adopter des textes encore plus vite et encore plus facilement? Eh bien, au-delà de l'affaiblissement de la représentation démocratique, c'est la qualité même des lois qui pourrait en souffrir. On a lu Bruno Cotresse récemment, chercheur au CNRS, qui a analysé les transformations envisagées comme la volonté du président Macron de calquer finalement cette institution centrale de notre démocratie sur le rythme et la productivité d'une entreprise. Alors, quoi que l'on pense de cette analogie, la vigilance s'impose, car la réforme engagée est tout sauf anodine. Et vous l'avez rappelé dans votre question, le gouvernement présente le projet comme contribuant à renforcer le Parlement. Et on est dans le pur marketing, car les mesures envisagées en la matière sont toutes à double tranchant. Prenons la plus contestable, celle qui pose un vrai problème à l'opposition et même à une partie des élus de la majorité, c'est la limitation du pouvoir d'amendement en fonction de la taille des groupes parlementaires. Ce serait une atteinte grave, tant au principe d'édiction de la loi par la représentation nationale qu'aux droits de l'opposition eux-mêmes. À tel point qu'il pourrait même s'agir d'un leurre, c'est ce que soupçonne en tout cas Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire, ce serait une annonce stratégique faite pour servir de point de négociation, puis par un renoncement calculé, pour permettre d'atteindre un consensus sur tout le reste. La réduction du nombre de parlementaires peut très bien se justifier quant à elle pour réduire le coût de fonctionnement de nos institutions. Et d'ailleurs, cette mesure est populaire auprès des Français. D'ailleurs, on devine qu'elle sera mise en avant pour faire accepter l'ensemble de la réforme par l'opinion publique. Mais si elle ne présente pas un danger en soi pour le fonctionnement et la représentativité du Parlement, ce n'est le cas que si elle est faite bien dans un bon esprit et non par manipulation de la sociologie électorale. Et donc le découpage des circonscriptions qui s'en suivra nécessairement devra être observé de près. Autre élément, l'introduction d'une dose de proportionnelle pour l'élection des députés est une revendication de longue date, aussi bien à gauche qu'au centre de l'échiquier politique. Mais puisqu'il ne s'agit pas de basculer vers une proportionnelle intégrale, ni même dominante, l'intérêt de la mesure dépendra surtout du pourcentage de sièges concernés. Et on parle d'une fourchette de 10 à 25%. Enfin, depuis la réforme du quinquennat, avec la coïncidence des élections présidentielles et législatives,
On reproche très souvent au Parlement d'être devenu une chambre d'enregistrement. Or, les mesures qui sont proposées ici par l'exécutif tendent à renforcer cet état de fait. Elles visent à faciliter l'adoption des textes devant les assemblées, mais on voit mal en quoi elles peuvent renforcer ces assemblées. Et puis, en l'état, ces propositions donnent l'impression d'une réforme un peu bâclée, puisqu'elles laissent de côté des réflexions sans doute plus intéressantes pour démocratiser notre système politique. Je donne 2 exemples rapidement. D'une part, il n'est pas question de revenir sur l'élection du Sénat au suffrage universel indirect, ni même de proposer une autre représentativité pour le Sénat, en se fondant par exemple sur la nouvelle donne en matière de décentralisation. On aurait pu imaginer un véritable Sénat des régions. D'autre part, et dans un autre domaine, à aucun moment Emmanuel Macron ne s'est préoccupé de ce qui est pourtant l'échec de la dernière révision constitutionnelle, celle de 2008, le référendum d'initiative partagée. Cette coquille vide, quasi impossible à mettre en œuvre dans la pratique, aurait eu besoin d'une profonde transformation pour devenir un instrument fonctionnel de démocratie semi-directe. Et c'est regrettable et laisse dubitatif sur la réelle volonté du président de remettre le citoyen au cœur de la vie publique, comme il le prétendait durant sa campagne. Et à propos de référendum, il serait bien question de faire valider la réforme constitutionnelle par ce biais. Est-ce sérieusement envisageable ? Emmanuel Macron, aussi bien que François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, ont évoqué l'idée que la révision serait adoptée coûte que coûte. Et le référendum est, sur le papier, le moyen de passer outre le verrou parlementaire qui est en train de se mettre en place. Donc pour nos auditeurs, il faut quand même préciser comment se déroule normalement une procédure de modification de la Constitution. Alors, dans la Constitution, il y a cet article 89 qui prévoit les modalités de la révision. La loi constitutionnelle doit d'abord, c'est la première étape, être adoptée par les 2 assemblées du Parlement. Ce qui signifie que l'Assemblée nationale n'a pas le dernier mot, comme pour l'adoption d'une loi ordinaire. Ce qui signifie aussi que le Sénat peut faire obstacle. Or, Gérard Larcher, le président de la Haute Assemblée, est pour l'heure en opposition totale au projet et pourrait donc le faire échouer. Si jamais le gouvernement parvient néanmoins à convaincre une majorité de sénateurs, la révision ne sera approuvée définitivement qu'après une ultime étape. Première solution, la convocation à Versailles du Parlement réuni en congrès. Mais dans ce cas, il faut une majorité qualifiée des 3/5 des suffrages exprimés, et là c'est loin d'être acquis d'avance. Deuxième possibilité, convoquer un référendum à l'initiative du président de la République, et on devine qu'Emmanuel Macron pourrait être tenté par ce défi qui permettrait de lui donner une plus grande légitimité et d'asseoir d'ailleurs sa propre autorité. Mais attention, quand Emmanuel Macron évoque la piste référendaire pour contourner un Parlement et surtout un Sénat récalcitrant, ce n'est pas de cette procédure-là dont il veut parler, non. Là, on entre dans les subtilités du droit constitutionnel, mais historiquement, il existe une autre possibilité, très polémique, proposer un référendum sur le fondement de l'article 11 de la Constitution. C'est un autre article et seul le général de Gaulle s'est livré à cette manœuvre à 2 reprises, en 1962 et 1969. L'article 11 prévoit la possibilité d'organiser en effet des consultations électorales pour faire voter des lois ordinaires, mais en principe pas pour réviser la Constitution. Vous l'aurez compris, la méthode a été et serait contestée si Emmanuel Macron y avait recours en s'appuyant sur les précédents gaulliens. Mais il prendrait un risque important, alors même qu'une partie des mesures phares de la réforme, quand on y regarde bien, c'est-à-dire en l'occurrence la dose de proportionnelle, le non-cumul des mandats et la réduction du nombre de parlementaires, ne nécessitent pas de révision constitutionnelle et pourraient être adoptées par une loi ordinaire. Donc, au-delà des échanges d'arguments entre juristes, un référendum donnerait lieu à un débat public d'ampleur sur cette réforme dont le contenu pourrait affecter profondément le fonctionnement de notre démocratie. Merci beaucoup Pierre-Henri pour toutes ces précisions. Pierre-Henri Paulet, voix de l'Hexagone.fr, où cette semaine vous avez également décidé d'évoquer sur votre site internet l'affaire du financement présumé de la campagne électorale de 2007 de Nicolas Sarkozy par le régime libyen, une affaire dans laquelle vous expliquez que finalement, que ce soit à gauche ou à droite, chacun devrait s'occuper de soi-même et peut-être laisser cette affaire et Nicolas Sarkozy de côté.
Oui, c'est vrai que les réactions à cette mise en examen de Nicolas Sarkozy la semaine dernière ont été absolument passionnelles. Et j'ai trouvé qu'elles étaient excessives finalement pour ce qu'est Nicolas Sarkozy, un ex-président certes, mais quelqu'un qui n'a plus d'avenir politique aujourd'hui après 2 défaites électorales majeures. Donc c'est vrai qu'il faudrait en finir avec Nicolas Sarkozy, autant à droite, et passer définitivement à autre chose, et même à gauche, parce que pour la gauche, les combats politiques sont actuels et ne sont plus situés dans le passé. Eh bien oui, puisque finalement il faut peut-être laisser après l'élection présidentielle de 2017 le vieux monde politique et les vieilles pratiques politiques, bien que je pense qu'elles ne soient pas terminées, derrière nous. Tout à fait, bien sûr. Merci beaucoup Pierre-Henri pour toutes donc ces précisions autour de cette révision constitutionnelle, et on redonne le site internet voixdelhexagone.fr. À très vite. À bientôt. Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. La chronique des Voix de l'Hexagone, à retrouver sur voixdelhexagone.fr. Voilà, retenez bien l'adresse, en tout cas voixdelhexagone.fr. On va retrouver à présent l'interview de Benjamin Carl. Nous l'avons enregistré mardi soir, et vous pouvez la retrouver d'ailleurs depuis mardi soir sur le site internet de C'est l'Info. Pourquoi nous l'avons sorti plus tôt ? Eh bien parce que cette interview parle d'un documentaire qui a été diffusé mercredi 28 mars sur Canal+. Ce documentaire, il s'appelle Sandwich. Son réalisateur Benjamin Carl nous a expliqué en quelques mots le pourquoi de ce documentaire. Je vous propose d'écouter ou de réécouter, si vous avez eu l'honneur de vous rendre sur c-l'info.fr, cet entretien donc que nous avons enregistré, il faut bien le rappeler, mardi soir, suite à ce documentaire qui était diffusé donc le mercredi soir. D'ailleurs, je vous invite à revoir ce documentaire sur internet, il se trouve sur les différentes plateformes de vidéos en replay. Nous sommes avec Benjamin Carl. Bonjour Benjamin. Bonsoir. Alors Benjamin, on pourrait vous surnommer Monsieur Made in France. Il y a 2 ans, vous aviez réalisé un premier documentaire diffusé sur Canal+, dans lequel vous aviez vécu 1 an en ne consommant que du Made in France. Vous aviez même rencontré le ministre de l'époque, Arnaud Montebourg, un grand fervent défenseur du Made in France. Et bien là, 2 ans et demi après, vous vous êtes mis en tête de réaliser entièrement votre sandwich, et plus particulièrement votre pain bagna, c'est bien cela? Ouais, on dit pain bagna en fait. C'est en niçois, donc du coup il faut pas dire pain, mais c'est pain bagna, mais sinon tout est bon. Et donc finalement, pourquoi avoir choisi de réaliser un tel sandwich? Quel a été l'élément déclencheur, on va dire? Le fait est que quand on fait un sandwich, c'est pas vraiment de définition, quoi. C'est-à-dire que c'est 2 tranches de pain et quelque chose au milieu. Et en fait, pour réussir un défi à peu près sérieux, moi l'idée c'était d'avoir une recette à suivre, et le pain bagna a une recette très stricte. On peut pas y mettre tout dedans. Il y a même, ça crée même des histoires. Il y a quelques jours même, le chef Thierry Marx a eu un peu les foudres des habitants de Nice parce qu'il a proposé des pain bagna, enfin soi-disant des pain bagna avec de la mozzarella dedans ou des choses qui n'avaient rien à voir avec la recette originelle. Et du coup, moi, je voulais que, comme quand on commence à faire à manger, avoir une recette à suivre pour pouvoir déterminer si à la fin mon sandwich était une réussite ou pas d'un point de vue juste de la pure recette, quoi. Et donc il y a la commune libre du pain bagna à Nice qui fait office de vigie de ce qu'est le pain bagna traditionnel. Donc j'ai suivi cette recette-là. C'est la principale raison pour laquelle le pain bagna est devenu le sandwich de ce film. Oui, et en tout cas, pour la réalisation de ce film, il a fallu presque 1 an, 10 mois, si j'ai bien lu le teaser, pour réaliser celui-ci. C'est ça. Dis-moi, parce que l'idée c'était de partir du blé, donc de semer le blé, et ça s'est passé en mois de décembre 2016, donc il y a plus d'1 an et demi maintenant, et donc avec l'idée de se dire voilà, comment on fait, quoi, et par où on commence. Donc par où on commence, c'est le blé, pour pouvoir après faire la farine, puis le pain, et après à partir du printemps planter les légumes, puis aller pêcher le thon, puis aller presser l'huile d'olive, puis assembler le tout finalement à la fin, une fois qu'on a élevé les poules et qu'on a récupéré un œuf, quoi. Et alors le résultat, on imagine, on le découvrira dans ce documentaire qui sera diffusé le 28 mars sur Canal+. Satisfait de votre résultat?
Satisfait à 2 raisons. C'est qu'il est, premièrement, c'est rare que quand on mange quelque chose, on soit certain de tous les ingrédients, d'où ils viennent. Là, pour le coup, moi, je sais exactement d'où ils viennent. Il n'y a pas de problème sur l'origine. C'est moi qui les ai plantés ou qui les ai élevés ou qui les ai pêchés. Donc, il y a cette satisfaction de se dire que ce coup-là, on se fera pas avoir quand on va croquer dedans. Et le truc, c'est que il avait le goût de la satisfaction de faire des choses soi-même. C'est-à-dire que il y a tout le temps, tout est meilleur quand vous le faites vous-même. C'est pas que c'est meilleur intrinsèquement, c'est que derrière, quand vous croquez dedans ou quand vous posez l'étagère que vous avez fabriquée vraiment entièrement ou que vous finissez un pull que vous avez tricoté, il y a une fierté personnelle, une forme de satisfaction à avoir réussi de bout en bout un projet, quoi. Et donc il avait le goût de cette victoire-là, quoi. Ouais, mais alors c'est vrai que la question que l'on peut naturellement se poser, c'est de savoir si dans ce monde qui nous entoure, ultra mondialisé, aux dirigeants plutôt libéraux, il n'apparaît pas comme pratiquement impossible de réaliser des objets, de la nourriture dans ce cas-là, issus d'un seul et unique pays. Hein. Ah non, mais là c'est même plus une question de pays, c'est même une histoire de pure fabrication personnelle. Mais en fait, c'était le point de départ de ce film sur le sandwich, permettait de traiter cette question. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, comme vous le dites, dans un monde plutôt mondialisé, c'est le mot, mais pire que mondialisé, c'est-à-dire que dans lequel la consommation a pris le pas sur la fabrication au quotidien. Pourquoi est-ce que de plus en plus de gens décident à côté de leur travail, le week-end, le soir, entre amis, en famille ou seul, de refaire des choses soi-même. Ça va du tricot à la cuisine, au jardinage, au bricolage, en passant par brasser sa bière ou faire à manger. Alors faire à manger, ça veut pas forcément dire faire comme moi tous les ingrédients, mais du coup, pourquoi, alors que on pourrait considérer que c'est une perte de temps, voire une perte d'argent, parce que tous disent que ça coûte pas forcément moins cher de faire soi-même. Pourquoi est-ce que les gens font ça? Parce que en fait, ils y retrouvent une forme de relation avec les objets, relation avec le concret qu'on a perdu dans la consommation et aussi dans le monde du travail actuel. Merci beaucoup Benjamin Karl. Donc je rappelle le titre de votre documentaire Sandwich, diffusé mercredi 28 mars sur Canal+, à voir par la suite en replay, réalisé avec Félix Ségère et Niels Castillon. Votre prochain défi du coup après le Made in France, le Pambagna? Il est pas déterminé encore. Pour le moment, je vais digérer ce Pambagna, on verra après. Bon, on vous laisse digérer en tout cas, et puis on vous invite évidemment à aller regarder ce documentaire. Merci beaucoup Benjamin Karl. Merci beaucoup, merci à vous. Allez, reportage à présent en partenariat avec la rédaction de Radio France Internationale. On va parler tout d'abord de la viticulture à l'heure où les pesticides sont mis en cause dans les maladies qui touchent les agriculteurs et les viticulteurs, comme la maladie de Parkinson. La question qui se pose est la suivante: comment lutter contre les maladies de la vigne sans intoxiquer ceux qui y vivent et en vivent? Agnès Rougier est allée au lycée viticole de Mâcon d'Ayave, au milieu de la Bourgogne, l'un des plus célèbres terroirs français. 2013 fut une année assez dure pour moi. Alors que j'étais ouvrier viticole, j'ai eu du mal à faire face à mes convictions profondes. Moi qui croyais que l'on pouvait produire du vin en parfaite harmonie avec la nature, je devais être un peu naïf. Au lycée viticole de Mâcon d'Ayave, le débat a été lancé par la projection du film de Guillaume Baudin, Insecticide mon amour. Ce documentaire raconte la crise de la flavescence dorée, une maladie gravissime qui a touché le vignoble bourguignon en 2013. Un décret préfectoral avait alors contraint tous les vignerons à traiter avec des pesticides toxiques, mais les viticulteurs bio, dont les ceps n'étaient pas encore touchés, ont refusé de se plier à cette obligation. Pour Jacqueline Cretin-Lopez, professeure de biologie et d'écologie au lycée de Mâcon d'Ayave, ce refus est justifié et pas seulement pour des raisons de santé humaine. Le gros problème quand même de ces traitements et ces insecticides, c'est que ils sont pas du tout sélectifs et qu'ils vont détruire toute la faune, tous les insectes, tous les acariens que le viticulteur bio a mis du temps à installer. Donc tout ce réseau est mis à mal par ces traitements. Et justement, la difficulté du viticulteur, c'est de savoir est-ce que je traite, est-ce que je traite pas, qu'est-ce que je préserve, est-ce que ce sont mes ceps, est-ce que c'est l'écosystème que j'ai mis en place autour pour que mon cep vive mieux. Guillaume Baudin, là on est entouré de vignes et là tout est en viticulture conventionnelle en fait. Alors il y a quelques vignerons en bio ici, il y a quelques vignerons aussi en conventionnel. On va dire qu'il y a un minimum de respect aujourd'hui qui n'était pas le cas il y a 15 ou 20 ans.
avec quand même un peu plus de pratiques vertueuses ici dans le coin. Mais les viticulteurs peuvent-ils lutter contre les maladies de la vigne sans utiliser de produits toxiques? Jacqueline Cretin-Lopez. Il y a plusieurs maladies qui peuvent atteindre le vignoble. Ce sont des champignons comme l'oïdium et le mildiou, où là, on est obligé de traiter. Mais on peut utiliser des produits qui ne sont pas des produits de synthèse. On peut utiliser des produits d'origine naturelle, comme le soufre et le cuivre, qui ne sont pas forcément la panacée, mais qui au moins sont d'origine naturelle. Et du coup, l'alternative, là, est possible. Moi, je suis Victor Vernaton, je suis un élève au lycée de Davaillé en BTS 2e année, en viticulture œnologie. Je trouve que la sensibilité par rapport à l'environnement, c'est plutôt une question d'avenir et de survie par rapport à l'espèce humaine. Parce que c'est des produits qui impactent notre santé, donc il faut essayer de limiter au maximum ces produits. Aujourd'hui, 10% du vignoble français est en bio. La réflexion est donc en route, mais il faudra encore une bonne dizaine d'années pour que toutes les vignes soient exemptes de produits toxiques. Allez, le Royaume-Uni à présent, le Brexit qui divise toujours la publication. À un an, jour pour jour de la sortie du Royaume-Uni et de l'Union Européenne, le 29 mars 2019, le pays reste profondément divisé sur le choix du Brexit et la question d'une marche arrière éventuelle continue à être évoquée. La bataille fait ainsi rage depuis des semaines au Parlement de Westminster, comme le relève ce regard croisé de deux lords, figure emblématique et diamétralement opposée d'un débat sur le Brexit qui est enflammé. Reportage de Muriel Delcroix. Journée ordinaire de débat à la Chambre des Lords à propos du Brexit. L'ambiance est feutrée, le ton toujours extrêmement courtois, ce qui n'empêche pas les membres grisonnants de la Chambre haute britannique de défendre avec passion leurs convictions. Lord John Kerr est l'un des pères de l'article 50 qui doit permettre aux Britanniques de quitter l'Union européenne. Abasourdi que son pays soit le premier à le déclencher, l'ancien diplomate se dit persuadé qu'il est possible de revenir en arrière. L'opinion publique commence à changer, doucement mais sûrement. Les gens sont de plus en plus inquiets des conséquences de notre départ, notamment sur l'emploi, et je pense qu'il y a maintenant une chance sur 3 qu'il y ait un second référendum. Une idée que balaie pourtant d'un revers de la main le lord conservateur Norman Lamont dans le camp opposé. Je pense que ça provoquerait un tollé général. C'est d'ailleurs probablement pour ça qu'il y a eu une telle désillusion vis-à-vis de l'Union européenne. À chaque fois qu'il y a eu un référendum, on a obligé les pays à revoter jusqu'à obtenir le bon résultat. Et pour moi, c'est une trahison extrêmement cynique de la démocratie. Et les récents sondages donnent raison à ce farouche Brexiteur. Si avec le recul, les Britanniques estiment qu'ils ont eu tort de voter pour le Brexit, ils sont malgré tout 52% contre 41% à ne pas vouloir d'un nouveau référendum. Et face à leurs doutes, Lord Lamont, ancien ministre des Finances, affiche un optimisme sans faille. On nous avait prédit qu'un vote pour le Brexit plongerait immédiatement la Grande-Bretagne dans une grave récession. Rien de cela n'est arrivé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'incertitude, c'est inévitable, mais il n'y a aucune raison pour que notre économie cesse de croître et de prospérer. John Kerr est convaincu du contraire et compte pour stopper le processus sur l'union des militants anti-Brexit avec les travaillistes europhiles ainsi que les conservateurs rebelles. Il existe une coordination qui se fait en coulisses et le moment décisif aura lieu à la fin du mois d'octobre ou en novembre, quand le gouvernement présentera l'accord qu'il aura réussi ou pas à négocier avec Bruxelles. Un dialogue de sourds qui révèle des lignes de front inchangées depuis le référendum et qui n'aide pas à lever le climat d'incertitude qui pèse sur la population et les acteurs économiques quant à l'avenir de leur pays. Muriel Delcroix, Londres, RFI. C'est l'info, votre double page info du week-end, Martha Arnaud. C'est la fin de cette émission, merci à toutes celles et ceux qui m'ont aidé à la préparer, merci à vous de l'avoir suivi et écouté, rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités et pour un 32e numéro. D'ici là, vous nous retrouvez sur c'est-l'info.fr avec des contenus exclusifs tout au long de la semaine et également sur l'ensemble de vos réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Belle semaine à tous et bon week-end.